L'aigle à deux têtes est le symbole de la Russie, empire immense qui traverse les continents européens et asiatiques. Aujourd'hui, ce symbole est intégré à l'emblème national du pays. Au XVIIe siècle, l'Empire russe a commencé à émerger. Cependant, ce vaste territoire ne pouvait pas rattraper le retard du régime. La pauvreté n'arrivait pas à réprimer le désir pour le beau. L'Empire russe regardait l'Occident et l'Orient en même temps. Tirant les substances des deux côtés, il se fortifiait petit à petit. Au cours de ce processus, la sinologie russe est née. Elle a ouvert la porte ancienne de la Russie comme une clé, indiquant la direction à suivre pour son émergence. Pendant les 14 ans à venir, 4 volumes au total furent publiés. C'est la seule revue spécialisée publiée sans interruption sur la Chine sous l'Empire russe. 马克思写字本论里面出现了这个前代的一个中国的官员，就相当于我们财政部的副部长，叫王茂英。那是因为马克思看到了这个俄罗斯东正教驻北京布道团的著作记。En janvier 1851, Vassiliev est retourné au bureau de l'enseignement de chinois. Il était chargé de faire maîtriser le chinois aux élèves. Grammaire de chinois, de Bichourine, a à peu près résolu les problèmes de grammaire. Mais mémoriser cette écriture figurative constituait toujours le plus grand obstacle pour les étudiants en chinois de Russie et de toute l'Europe. 他是世界上第一个人写中国文学史，但是除了这个之外，他也发现了一个新的造词典的一个方法。我们外国人不会中文，也不知道偏旁部首的这些东西的，也不知道这些汉字怎么读。Он и разрабатывает свою систему расположения иероглифов, да, по фонетику, по второй части иероглифов. Это оказывается очень выигрышно. Chaque année, je passe des mois à estimer les différents plans de classement des sinogrammes. Je trouve que c'est la priorité, comme si on classait un alphabet. 12 ans plus tard, Vassiliev a publié son premier ouvrage sur la langue chinoise, Analyse de sinogrammes. Puis, Système de traits de sinogrammes est paru comme complément. Aujourd'hui, tous les Russes qui apprennent le chinois bénéficient du travail de Vassiliev. En 1855, Vassiliev fut nommé directeur du bureau de l'enseignement du chinois au département des études orientales à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Pendant les 12 premières années, il était le seul professeur. Je ne peux pas m'adonner aux cours de chinois, car je dois être historien en même temps. Je ne suis pas historien, car je dois être géographe. Je ne suis pas géographe, car je dois connaître la littérature. Je ne suis pas un historien littéraire, car je suis obligé d'étudier la religion. L'année 1857 a vu paraître la première partie de Bouddhisme, ses dogmes, son histoire et sa littérature de Vassiliev. Très vite, ce livre est traduit en allemand avant d'être reconnu par les collègues européens. Il est considéré comme la plus grande recherche sur le bouddhisme de l'époque. К сожалению, он написал большое количество по буддизму, много страниц, и положил в отдельной комнате. А прислуга
не знала, что это нужная вещь. И когда печку топила, использовала эту бумагу для того, чтобы топить печку. И почти все вот эти рукописи по буддизму сгорели. Это была трагедия для него. Au printemps 1871, Paladi a refusé toute activité sociale à Beijing. Il travaillait jour et nuit, sans sortir de la maison. « Je ne suis pas en forme, je n'arriverai peut-être pas à finir mon dictionnaire sino-russe. » Dieu ne lui laissait pas beaucoup de temps. Le 6 décembre 1878, de retour de Marseille vers son pays, Piotr Kafarov est décédé, âgé de 61 ans. Il vécut 31 ans en Chine. Encore 10 ans ont passé. En septembre 1888, complété par des étudiants de Vassiliev, le dictionnaire sino-russe est publié par Tong Wenguan à Beijing. Ce dictionnaire est divisé en 2 volumes, couvrant 11 868 caractères. Sous chaque caractère, il y a de nombreux articles. En fait, le dictionnaire constitue une encyclopédie sur l'histoire et la culture de la Chine. Ce dictionnaire a gagné une immense admiration en France, centre de la sinologie du monde. Chavannes a dit « Quand les dictionnaires de Chine ne peuvent pas aider, celui de Paladi sert de dernière preuve. » Paul Pelliot exigeait aux élèves du Collège de France d'apprendre le russe. Son but était de se servir du dictionnaire de Paladi. Au printemps 1898, un jeune appelé Alexiev est entré dans la classe de Vassiliev. Le professeur avait pris sa retraite depuis longtemps, mais il continuait d'enseigner le chinois aux étudiants. Alexiev 院士怎么开始学中文？他那时候对中国没什么兴趣，到那儿去学习或者到那儿去学习，他那个拿了一个铅笔，哎，中文还好嘞，去了学中文。Au printemps 1907, une expédition française est apparue dans la région du Huaibei en Chine. Un jeune russe se trouvait parmi l'équipe. C'était Alexiev. 3 ans plus tôt, il a fait connaissance de Chavannes, chef d'expédition lors de ses études en France, dont il est devenu le disciple. Le thème de l'expédition de Chavannes était l'archéologie au champ. Alexiev espérait rester plus longtemps dans les villes et à la campagne, parce qu'il y avait des peintures de Nouvel An, inscriptions et temples. Les peintures de Nouvel An ont suscité son intérêt académique. J'ai acheté des milliers de peintures de Nouvel An que personne n'avait vraiment étudiées. Selon Alexiev, les peintures de Nouvel An sont aussi importantes que les grottes de Mogao. Ces peintures de Nouvel An représentent joie et décoration dans la vie misérable des Chinois. Elles incarnent leurs rêves pour le beau. Il pensait qu'il pourrait creuser la tradition nationale profonde chinoise dans ces peintures bon marché. Il是最早的世界上研究中国木板年画的这个专家和学者，收藏了中国的年画数千幅。在中国，我们自己没有把木板年画当做一个非物质文化遗产的时候，他们就已经开始大量的收集、保存、研究这些东西。Alexiev est retourné à son école en 1910. Les sinologues de la génération de Vassiliev ont tous disparu. On lui a transmis la mission d'enseignement. À ce moment-là, un grand changement aurait lieu en Chine et en Russie.
Le 12 février 1912, l'empereur Xuantong a abdiqué. La monarchie féodale, qui avait duré plus de 2000 ans, se terminait. L'ère de la République de Chine commençait. En novembre 1917, l'histoire de la Russie a ouvert une nouvelle page également. La Russie soviétique, le premier pays socialiste, est établi. De 1922 à 1937, Alexiev a publié successivement sa série de traductions littéraires de Contes étranges du studio du loisir. Ensuite, des œuvres des poètes chinois anciens tels que Qu Yuan, Tao Yuanming, Li Bai et Du Fu ont été publiées pour les lecteurs russes. Он каждое слово китайского стихотворения рассматривал во множестве контекстов, которые он приводил в своей книге. И это своеобразная, мы бы сказали, библия синологии для российских ученых. Sa jolie traduction et ses explications exactes ont fait sentir profondément le charme de la poésie chinoise. Alexiev a répondu très modeste « Je n'ai fait que couvrir le chinois par une veste légère de russe. » 他是一代宗师。什么叫做汉学？什么叫俄国汉学？阿列克谢夫的话，他是俄国人呢第一个把这个俄国汉学跟世界汉学接通了。 Надо научиться ее понимать. И отдельно специфику, и в целом. Вот чем был велик у нас Алексеев. Он смотрел на китайскую культуру как на часть мировой культуры. En août 1944, la Russie a remporté la victoire de la bataille de Stalingrad après 3 ans de combat. À 63 ans, avec beaucoup d'enthousiasme, Alexiev a installé une série de conférences de 4 ans intitulée « L'avenir des chercheurs de sinologie ». Je pense que la culture chinoise a donné la réponse à la plupart des questions qui troublent de temps en temps la sagesse humaine. De plus, elle a posé des questions importantes en essayant de les résoudre. Le 1er octobre 1999, la République populaire de Chine a célébré son 50e anniversaire. Un Russe de 81 ans se tenait debout sur la porte Tiananmen en tant que chef de la délégation de l'Association d'amitié sino-russe. C'est la 2e fois qu'il se présentait ici. Le même jour, 50 ans plus tôt, il était invité pour monter sur la porte comme le seul envoyé diplomatique pour témoigner de la fondation du pays. Sergueï Tigvinsky sert de témoignage vivant de l'histoire de presque un siècle de la Chine. En plein été 1925, 2 hommes d'âge moyen discutaient ardemment des 2 côtés d'une grille dans une résidence de Stalingrad. Un enfant de 7 ans était à leur côté. Mon père adorait écouter les histoires sur la Chine du voisin. Ce narrateur était Alexiev, fondateur de la sinologie de l'Union soviétique. Академик Василий Михайлович Алексеев – это мой учитель с первого курса университета. Его можно назвать с одинаковым успехом специалистом по китайской литературе, по китайской этнографии, по китайской философии, по китайской истории. N'est-ce pas un plaisir d'apprendre une chose et de la réviser de temps en temps? Le 1er septembre 1935, Alexiev a écrit cette phrase connue de Confucius sur le tableau qui est devenu la devise de Sergueï Tigvinsky pour le reste de sa vie. En 1939, Sergueï Tigvinsky est allé en Chine à l'âge de 21 ans
pour entrer en fonction comme vice-consul de l'Union soviétique à Ouloumouti. Ainsi, sa carrière diplomatique a débuté. 来中国当外交官啊，对他是一个很大的促进。反过来，那个常年的在中国担任外交官的生涯，又促进了他对中国现实革命和革命历史啊有比较深的研究。 Когда он работал на практической работе в Министерстве иностранных дел, он вставал в 5 утра, чтобы 2 часа поработать на науку. Le 17 juin 1949, Sergueï Tigvinsky a vu Mao Zedong, qui venait d'arriver à Beijing. Suite à un banquet, il a posé quelques questions personnelles à Mao. Comment juger Sun Yat-sen et la bourgeoisie nationale? Comment juger Kang Youwei et la réforme des 100 jours? Mao a répondu à toutes les questions. И он сказал, что Кан Ювей, Яньфу и другие лидеры реформаторского толка, они искали правду на Западе, в западных учениях. И в этом отношении, конечно, они не знали ни о марксизме, ленинизме, не знали правильного пути решения вопроса о освобождении Китая от иностранной зависимости и от засилия féodальных militaristes сил. L'expérience particulière de Sergueï Tigvinsky a donné une perspective originale à ses recherches de sinologie. Il avait eu des relations étroites avec Zhou Enlai comme diplomate. Il a accueilli Sun Ke, fils de Sun Yat-sen, et a vu plusieurs fois Kang Tongbi, fille de Kang Youwei. Tout cela a permis à Sergueï Tigvinsky de comprendre l'histoire d'une façon plus vive et d'obtenir de nombreux documents historiques uniques. 他呢就很重视研究中国革命的3个阶段的最主要的代表人物：康有为、孙中山、周恩来。这个不要说在俄国，就在世界汉学界也是绝无仅有。 Как очень скромный. И в этом отношении я только, как говорится, делал первые шаги, но возраст уже не позволяет делать дальнейшие шаги. De Kang Youwei et les mouvements de réforme de Chine à la fin du XIXe siècle, aux idées et pratiques de la politique extérieure de Sun Yat-sen et Zhou Enlai et l'indépendance et l'unification de Chine, les ouvrages de Sergueï Tigvinsky présentent l'histoire de combats chinois d'un siècle, un rouleau de peinture d'histoire impressionnant. Bien que l'histoire du monde ait connu beaucoup de changements, grâce aux efforts des sinologues russes de génération en génération qui contemplaient l'Orient et l'Occident, la Chine et la Russie ont tenu leur lien de même que le lien entre la Chine et le monde entier. En été 1952, dans la ferme collective Milyanchuan du Kyrgyzstan, un jeune de Stalingrad qui travaillait comme maçon apprenait le chinois des Dungan. Les Dungan étaient les rouets de la province du Gansu en Chine. Environ 100 ans plus tôt, ils ne supportaient plus la gouvernance Qing et se sont déplacés au Kyrgyzstan. Ils ne parlent pas le dialecte de Beijing, mais c'est mieux que rien. Je préfère avoir un accent du Gansu qu'un accent de Stalingrad. Ce jeune homme est un étudiant d'Alexiev qui s'appelle Boris Livovitch Riftin. Les habitants locaux l'appelaient Li Fuqing. 他们用民间的方法教我。什么是民间的方法？比如中午要吃饭，他们问我学生只教3年，学生只教什么？如果因为一般说那个不知道，但是他们说这不多，我说这不多，那这不多，他们不给我吃。我在他们那里第一次见到他们讲的名对。 也讲的故事，讲的传说。
比如那个孟姜女故事，我第一次在那里听的。Combien de temps peut une intrigue survivre dans les légendes orales? En 1961, Riftin a fini sa thèse « Légende de la Grande Muraille et la question de thèmes dans la littérature populaire de Chine ». Il a comparé l'histoire de Mang Jiangnu dans les dossiers de Dunhuang et celle dans la légende populaire. Il a découvert que son image a survécu plus de 1000 ans dans la littérature populaire chinoise de toutes sortes. Cette thèse, de plus de 400 000 mots, marque le début de ses recherches sur la littérature populaire chinoise. Il 让我最吃惊的一点就是他真把我们中国的民间文化当作俄罗斯文化一样的对待，当作自己民族文化的对待。中国文化要走出去，离不开这样的学者，他们是真正的桥梁。是这样的那个。Riftin est connu pour sa serviabilité dans le milieu académique. Quiconque lui demandait de l'aide, il allait mettre de côté son travail et cherchait dans les dictionnaires avant d'offrir une réponse détaillée. Библиотека была очень известна среди китаистов. К нему очень часто обращались с любым вопросом недоуменным. Если когда нужно было что-то найти, и люди не могли отыскать, они часто находили то, что им надо в этой библиотеке личной Бориса Львовича. Но столько, сколько Рифтин сделал, помогая коллегам, не сделал ни один китаист моего более старшего поколения. За это я ручаюсь. К сожалению, с его уходом вот такого советчика, к сожалению, больше не осталось. Un matin de 1958, à la gare de Yongdingmen, pour répondre à l'appel de tenir les écoles à la campagne, l'université de Beijing a demandé à tous les étudiants chinois d'aller travailler à la campagne. Quant aux étudiants étrangers, ils n'étaient pas obligés d'y aller. À la surprise générale, un étudiant étranger est entré sur le quai avec un grand sac à dos. C'était Mihai Titarenko, le seul élève étranger du philosophe chinois Fang Youlan. 那个时候我汉语的水平不够，所以如果他平常的讲中国这些，我跟同学们一起听课，不少地方我听不懂。我到他的家里面去，他在这边，我在这边，他也会比较慢慢的每个字接受，这个是永远不能忘记的一个印象。 Titarenko est monté sur la montagne et allé à la campagne avec professeurs et camarades. Il partageait nourriture, maison et travail avec les paysans chinois. Ici, il comprenait l'univers intérieur des Chinois normaux. En septembre 1959, Titarenko est parti de Beijing pour Shanghai. Il allait étudier la philosophie chinoise à l'université de Fudan. Il avait comme tuteur Pan Fuan, 2 ans plus âgé que lui. 我知道那个时候很困难的，可是我第一天来的时候，他们专门到外国专家宾馆里面去，在那里买了面包，带来到复旦大学，给我吃那个在食堂里面给我吃那个面包，非常关心我。我辅导他呢，实际上他的那个精神也让着我，那么。 所以我们关系非常好，因为我们叫他那个爱称呢，他是弥撒，他呢叫我那个小潘同志。环球时报是吧？环球时报啊。环球时报的，就那个。Il suffit d'être sincère et fidèle pour émouvoir les autres. À cette époque, Pan Fuan ne s'attendait pas que 50 ans plus tard,
ce Misha allait jouer un rôle important dans les échanges sino-russes. Кто хранит, тот теряет. Знающий меру не опозорится. Умеющий остановиться не попадет в беду. Помнящий об этом достигнет многого. Вот если мы будем руководствоваться заветами китайских философов, я думаю, что мы сможем достичь точки сбалансированности и, в общем, с успехом выйдем из того огромного испытания, в которое мы попали. Le 10 juin 2010, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a été inauguré. Medvedev, président russe du moment, conseillait aux participants du forum de suivre les idées de Lao Tse pour répondre à la crise financière internationale. Un mois plus tôt, les 6 volumes d'Encyclopédie de la culture spirituelle de la Chine, édités par Titarenko, étaient tous publiés. Ce grand ouvrage est la première encyclopédie de l'histoire de la sinologie du monde entier. Les sinologues russes de plusieurs générations ont enfin réalisé leur rêve de promouvoir la civilisation chinoise d'une manière globale et systématique. Это впервые в мире наш институт под руководством академика Титаренко задумал такую серию «Духовная цивилизация, духовная культура Китая». Мы добрали людей, мы добрали самых лучших специалистов, и мы все это сделали. Китайская культура – это не только национальная, чисто национальная китайская культура. Она принадлежит, вернее, она раскрывает и ценности всей духовной культуры планеты. En 2013, le 20e colloque international de Chine, la civilisation chinoise et le monde a eu lieu à l'Académie des sciences de Russie. Plus de 200 sinologues russes et 30 chercheurs chinois du monde entier venaient discuter de la Chine, de la civilisation chinoise et du monde, de son histoire, son passé et son avenir. Tolstoï a expliqué que ce doit être un bon chemin. Il faut absorber tout ce que les prédécesseurs ont fait et aller de l'avant. Par rapport à l'histoire des échanges sino-russes de plus de 4 siècles, 20 n'est pas un grand chiffre. Mais pour cette réunion qui se tient tous les 2 ans, son sens est au-delà de ce chiffre. L'histoire des sinologues russes en Chine est loin d'être finie. Sim,